Bonjour, ce reportage est en fait le premier d'une série déjà introduite dans une précédente vidéo et consacrée à cette question. Comment valoriser les forêts en profitant des projets de décarbonation et de séquestration carbone. Cette première vidéo et toutes celles à venir étudient les plus et les moins de chaque solution identifiée pour y parvenir. Ces plus et ces moins sont résumés dans la conclusion de chaque vidéo. Aujourd'hui, nous analysons les actions collectives, par exemple de type association syndicale libre de gestion des forêts privées. Je l'ai expliqué dans ce sujet introductif, les enjeux croissants de décarbonation incitent en effet à utiliser de plus en plus le bois. Nous avons besoin de plus en plus des forêts, d'ailleurs beaucoup plus qu'elles ont besoin de nous. La pression sur les forêts augmente donc, et cela ne va pas aller en diminuant, bien au contraire. C'est ce que résume Grégoire Gontier du CNPF en prenant l'exemple d'un important territoire forestier, la Corrèze. Sur la forêt en Corrèze, il y a déjà historiquement une forte pression puisqu'on a des gros opérateurs de la forêt comme les coopératives. Il y a les 3 plus grosses coopératives, des experts, des techniciens indépendants et des exploitants forestiers qui sont très implantés. Mais effectivement, plus récemment, on a 2 pressions qui viennent s'ajouter. La première, c'est celle du changement climatique qui est aujourd'hui perceptible à l'œil nu dans nos forêts et qui vient se compléter par une pression sociétale avec des attentes de plus en plus grandes de la société sur la gestion des forêts. Les gens réclament l'interdiction des coupes rases ou en tout cas leur encadrement beaucoup plus strict qu'il n'est aujourd'hui. Ils peuvent à minima interrompre des chantiers, voire vandaliser, détruire des machines forestières. C'est des menaces, des insultes, des intimidations. Notre défi, ça va effectivement être de continuer dans les années à venir à produire autant de bois dont la société a besoin, tout en répondant aux attentes sociétales et à ces enjeux du changement climatique qui font qu'on n'est pas sûr de pouvoir renouveler nos forêts demain. Plus de bois à produire, plus de pression sociale, plus de solutions à trouver pour que les forêts résistent au changement climatique. Nos forêts, notamment privées, sont-elles capables de faire face? Aujourd'hui, le doute est permis tant la majorité des espaces boisés français ne sont de fait pas gérés dans cette optique. Mais demain, comment pourrait-on agir pour que cela soit possible? Avec quel changement de règles? Avec quelle modification de pratiques ou de modèles? C'est ce que nous allons voir dans ces reportages. Le but est d'explorer des solutions. Nous avons fait le choix de nous concentrer sur les forêts privées. Je voudrais rappeler pourquoi. Dans l'optique en effet des stratégies de transition et de décarbonation, je crois qu'elles constituent à la fois le premier des leviers à actionner et sans aucun doute le premier des maillons faibles. Le premier des leviers notamment car elles représentent plus de 75% de la superficie des forêts de l'Hexagone. Mais le premier des maillons faibles aussi car elles sont à la fois trop petites. Elles dépendent de près de 3,5 millions de propriétaires, souvent trop enclavés et parfois même complètement oubliés, et donc finalement bien peu valorisés pour favoriser le développement d'arbres de qualité. Un chiffre à ce sujet. Alors que presque toutes les forêts publiques sont couvertes par des documents de gestion dits durables, seuls 27% des forêts privées en bénéficient. Cela veut dire que plus de 50% de la forêt française ne fait pas l'objet d'un plan de gestion. Qui peut croire que l'on peut réussir dans ces conditions? Pas moi en tout cas, j'en suis complètement convaincu. Pour y parvenir, on le voit, la forêt privée est donc la priorité. Pour réaliser ces reportages, j'ai déjà échangé avec plus de 40 spécialistes. Je crois avoir lu les principaux rapports sur ces sujets. De tout cela émerge une conviction. Rien ne sera possible si on ne parvient pas à mobiliser les propriétaires forestiers privés. Mais plus encore, à les mobiliser plus facilement, plus durablement, avec moins d'argent public qu'aujourd'hui. Je reviendrai sur ces questions régulièrement. J'oserais même faire quelques propositions lors du dernier reportage de la série. Mais avant cela, ce premier reportage explore les moyens de jouer groupés entre propriétaires forestiers privés. Il se focalise notamment sur une des solutions qui concilie liberté conservée des propriétaires et véritable augmentation de leur pouvoir de faire. Je parle des associations syndicales libres de gestion forestière. À la fin de ce reportage, je vous proposerai les principaux points forts et les principaux points faibles de ces formes d'action collective. Mais avant cela, Grégoire Gontier nous rappelle quelques-unes des finalités et des intérêts de cette solution. On a des propriétaires qui sont soumis de par la loi aux documents de gestion et pour les autres, on met en place des outils de type association syndicale libre de gestion forestière, ASLGF, pour aller en fait chercher ces petits propriétaires et leur donner envie de faire de la sylviculture et les inciter à faire un document de gestion groupé.
Parmi les propriétaires qu'on rencontre au quotidien, beaucoup de propriétaires en fait n'ont jamais vu d'opération sylvicole dans leur propriété. Et donc notre première mission, c'est de les stimuler, de leur donner envie en fait de s'occuper de leur patrimoine, de le gérer à nouveau. Ce qui les freine souvent, c'est qu'ils ne veulent pas de coupe rase et qu'ils assimilent la sylviculture à la coupe rase. Et nous, on peut, grâce à l'association syndicale libre de gestion forestière, leur proposer d'autres itinéraires de gestion qui leur conviennent mieux et qui leur donnent envie de faire de la gestion forestière. Tout en restant propriétaire de ces parcelles et libre de ses choix de gestion, on travaille avec ses voisins et ça permet effectivement de massifier l'offre et de devenir beaucoup plus intéressant pour les exploitants et également d'être plus fort. Ça permet de rétablir aussi l'équilibre de force avec un exploitant. Ce qui est intéressant pour des petits propriétaires, c'est que ce sont des néophytes et donc ils ont souvent peur de se faire avoir, on va dire ça comme ça. Et grâce à la SLGF, ils bénéficient non seulement de l'appui technique du CNPF, mais l'association se choisit également un gérant qui va être chargé de rédiger le plan de gestion, mais aussi de les accompagner dans les opérations sylvicoles. C'est lui qui va monter des appels d'offres pour les plantations, suivre les entretiens, organiser les coupes, etc. Le fait de se regrouper donne une liberté et une puissance qui permet effectivement d'être plus en accord avec sa vision de la forêt et de diversifier ses options sylvicoles. On le voit, incontestablement, s'organiser collectivement est un véritable levier, en particulier afin de pouvoir diversifier les possibles itinéraires forestiers et de retrouver plus de liberté dans les moyens de valoriser ou pas ces forêts. Pour illustrer, nous avons pris un exemple, celui de la SLGF de Tulle. Éric Belloin, qui est le maire de Saint-Clément et le vice-président de la communauté d'agglomération de Tulle qui est en charge de ces questions, nous explique d'abord comment tout cela a commencé. L'agglo, dans ses compétences obligatoires, elle a 2 compétences obligatoires. La première, c'est l'aménagement de l'espace. Et la seconde, c'est le développement économique. C'est quelque chose qui est un peu surprenant, mais parfois, certains oublient d'abord ces 2 compétences obligatoires. Et d'autre part, on pense que la forêt est une partie un peu bizarre, qui fait partie du territoire, mais qu'on ne voit pas. Chez nous, elle représente quand même 50% du territoire, un petit peu moins, peut-être 45%, enfin bon, mettons 50%. Donc moi, quand on ne voit pas 50% du territoire, il y a quelque chose qui m'échappe un peu. Donc il est logique que l'agglo se penche sur cet aspect, puisque 50% du territoire, puisqu'on aménage l'espace, et on s'en occupe un peu. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu surprenant aussi parfois, mais on croit que c'est un genre de désert qui ne génère rien. Alors c'est tout à fait faux. Il y a des intérêts bien sûr paysagers, des intérêts touristiques, des intérêts tout ce qu'on veut, mais il y a quand même un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a quand même un intérêt financier, économique, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Et si on veut l'utiliser, à un moment il faut se pencher sur la gestion de cette forêt. Moi, il me semble que ça tombe sous le sens que si on veut avoir une sauvegarde de notre environnement économique, notre environnement écologique, notre environnement social, la forêt, il faut regarder un peu comment c'est géré. Et chez nous, ce qui apparaissait, c'est qu'elle n'était pas gérée. Alors, il ne faut pas gérer pour gérer, on ne va pas faire le plan quinquennal ou un gros plan, hein. Mais l'idée, c'est qu'il ne se fasse pas tout et n'importe quoi, que ça ne soit pas un espace de non-droit. Et actuellement, on était plutôt dans le Far West que dans quelque chose d'un peu équilibré. Voilà pourquoi il était indispensable, à mon sens, de se pencher sur la situation. Quand on part de là, la problématique centrale, c'est de voir comment on travaille à rassembler la propriété forestière de telle façon qu'elle soit non seulement gérable. Parce qu'avant de vouloir la gérer, il faut que ça soit simplement gérable. Il faut aller trouver une façon de faire et un outil, un véhicule qui nous permette d'assumer cette action. Le véhicule qui a été choisi, c'est la création d'une association syndicale libre. La modalité d'action qui est centrale, c'est une implication d'une personne qui anime et qui discute avec les propriétaires en direct et qui soit relayée par pas mal de mes collègues, mais aussi par pas mal d'habitants qui ont une sensibilité de ce côté-là. La SLGF de Tulle a été officiellement créée en janvier 2023 suite à presque 9 mois de rencontres et d'échanges préalables entre l'animateur recruté, Vincent Filon, que nous allons entendre dans quelques minutes, et les propriétaires forestiers du territoire. Elle couvre aujourd'hui 800 hectares et réunit environ 90 propriétaires. Elle s'est dotée, après appel d'offres, d'un gestionnaire forestier et d'un plan de gestion unique.
On sent d'ailleurs une véritable dynamique dans cette ACLGF. J'ai donc demandé à son président, Pierre-Marie Descamps, et à son chargé de mission, Vincent Fidon, de nous expliquer ce qui construit cette énergie. Parmi les raisons du succès de cette association, c'est qu'elle arrive, je pense, au bon moment, où les propriétaires prennent conscience qu'il faut s'occuper de la forêt, il faut éviter de devoir appeler un exploitant forestier qui va donner que deux solutions, la coupe rase ou rien. Les propriétaires comprennent qu'il faut qu'ils s'agrègent pour pouvoir être efficients à ce niveau. Et ça aboutit notamment de la part d'une frange, d'une partie des propriétaires fonciers de bois. C'est peut-être pour ça qu'on les retrouve dans l'association-ci, de personnes qui souhaitent gérer, mais effectivement pas avec la vision qu'ils ont pu avoir de certaines coupes rases de feuillus. Et quand je parle de coupe rase, je ne parle pas des taillis, parle de coupe rase de feuillus, de chênes de Garenne ou autres, dans lesquels il y a une coupe de bois mûr, mais il n'y a aucune logique sylvicole derrière. Et après, on attend un cycle de 80, 100, 120 ans, il repousse qui repousse. Parce qu'aujourd'hui, les bois qu'on récolte, notamment feuillus en centre et ouest Corrèze, c'est les bois qu'on poussait tout seuls. Il n'y a pas eu de gestion dans ces bois-là, à de très rares exceptions près. Et au final, j'ai souvent eu, je veux bien rentrer dans l'association, mais je ne veux pas de coupe rase chez moi. Et là, ça représente à peu près 80% des propriétaires et autant de surface. L'exemple de Tulle montre de quelle manière ces organisations collectives permettent bien de concilier liberté du propriétaire et enrichissement de ses moyens de décision et d'action. Ces ACLGF offrent de nouvelles possibilités, par exemple pour valoriser leur bois. C'est ce que nous explique Vincent. On a plusieurs modes de commercialisation dans la ACLGF du Pays de Tulle. Il est déjà important de souligner que chaque propriétaire adhérent reste libre de son circuit de commercialisation. Succinctement, soit il peut continuer à commercialiser en direct avec l'exploitant de son choix. Ce n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être adhérent de la ACLGF. Il a un type de peuplement avec un type de produit et un opérateur qu'il connaît très bien, qui a l'habitude de lui acheter ce produit-là. Il peut tout à fait continuer librement avec lui sans passer par le gestionnaire. Mais de l'autre côté, il y a la possibilité justement de se grouper. On passe dans ce cas-là par le gestionnaire de l'association. Et c'est là où on intervient sur des lots concertés. On avait le cas souvent de propriétaires qui n'arrivaient pas à vendre une éclaircie de 3 ou 4 hectares parce qu'il y avait 200, 300, 400 stères de bois à sortir sur de l'éclaircie, ça n'intéressait pas un exploitant. En mutualisant sur 15, 20, 25 hectares, on va pouvoir rendre économiquement l'opération possible. L'exemple de Tulle est intéressant. On sent toutefois que la construction de ces collectifs n'est pas affaire simple. C'est sans aucun doute pour moi le point faible actuel aujourd'hui. Nous avons donc demandé à Vincent et à Pierre-Marie de nous faire un premier retour de leur expérience maintenant de plusieurs années, pour nous expliquer qu'est-ce qui motive, quels sont les facteurs clés pour réussir ce type d'organisation. Pour que l'animation réussisse, il faut un animateur, une animatrice, ça il n'y a pas photo. Il faut que cet animateur et cette animatrice, il ait des soutiens. Il faut qu'il ait ses sponsors projets. Il faut qu'il ait ses chefs de projet derrière qui lui donnent la ligne directrice. Ça, c'est impondérable. On s'est attaché au niveau de notre conseil syndical à avoir un certain nombre d'élus, des maires, qui connaissent très bien leur territoire, qui font en général plusieurs mandats. La deuxième chose, c'est un travail où on est aussi en toute transparence avec le propriétaire. On est totalement libre, on est libre de tout lobby, industriel ou politique. Donc ça, pour moi, je pense que c'est un facteur de succès aussi pour le propriétaire, de voir qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'a maille à partir avec aucun intérêt économique. Il y a un autre aspect, habiter le territoire et travailler en confiance. Moi, j'ai à cœur que les choses se passent bien parce que les gens, je les recroise le samedi matin sur le marché. Et on a eu à cœur aussi de créer ces moments de confiance. C'est-à-dire que quand les propriétaires, je les ai fait se rencontrer les premières fois, ils se connaissaient par groupe de 2 ou 3. Il a fallu aussi créer peut-être des liens entre les gens. Et pour ça, faut aussi créer des moments de convivialité, quoi. On a fait la SL pour le bois localement, mais il se trouve que c'était bien parce que localement, on avait du saucisson local, on avait des bières locales, on avait plein de bonnes victuailles, des fruits et légumes. On est dans un pays de maraîchers et de production de myrtilles en ce moment qui donne sur le secteur. On a pu partager vraiment tout cet esprit vraiment local, en fait. Le fait d'avoir créé des commissions aussi a créé du lien. On a 4 commissions, donc la commission communication interne et externe, parce qu'il faut aussi communiquer avec les adhérents. Et la commission forêt-gibier, parce que les cervidés chez nous posent un réel problème, même dans le renouvellement. La commission petit matériel, on a vu l'intérêt de cette commission, et la commission environnement,
parce que la plupart des propriétaires sont très attachés au côté paysager de leur forêt. Et ces commissions, créées depuis maintenant un peu plus de 6 mois, participent à la vie de l'association. Mais combien de temps faut-il pour organiser ces collectifs? Et combien de temps faut-il pour vraiment commencer à pouvoir agir? Et en plus, que se passe-t-il quand le poste de l'animateur n'est plus financé par les budgets publics? La question du temps est vraiment première. On a souvent un temps qui est conditionné par des crédits européens, crédits d'animation, parce qu'on est sur de l'argent public. Là, on fait un boulot très clairement que, tel qu'il est fait, tel qu'il est réalisé ici, un opérateur économique privé ne peut pas prendre en charge. L'opérateur économique, on voit, il arrive dans un second temps. Par exemple, ça va être le gestionnaire de la structure, ou ça va prendre d'autres formes. Mais il y a une phase initiale d'animation qui est assez longue. Souvent, on a des crédits qui sont structurés pour 2-3 ans. Et je vois dans les facteurs clés un petit peu de succès. 5 à 6 ans, effectivement, semble vraiment un minimum, avec déjà une maturité qui est présente sur un territoire. Il faut aussi que ça s'arrête à un moment, parce que cette animation, justement, le but, c'est que la structure soit autonome à partir d'un moment. S'organiser collectivement entre propriétaires privés, par exemple via une ACLGF, est donc sans le moindre doute la première des conditions pour mieux gérer les forêts. Ce type de collectif présente en effet bien des atouts. Il donne plus de capacité à agir, il fournit plus de liberté pour choisir ses itinéraires forestiers et pour décider ce qu'on veut faire de ces forêts. Il procure plus de capacité à négocier, il permet plus d'échanges, il donne plus de conseils, il permet plus de formation et plus de stimuli. Toutefois, aujourd'hui, à l'issue de toutes ces rencontres, j'avoue mon doute. J'ai l'impression que les organisations collectives sont un peu comme une clé indispensable, mais qui butent trop sur une serrure encore rouillée, trop lente ou trop dure à actionner. J'aurai l'occasion de revenir sur les raisons qui expliquent cette impression. Une première apparaît bien dans ce reportage. Vincent Fidon la résume avec une grande lucidité. Déjà, sur le constat, ça peut être de dire, tiens, 37 000 hectares de forêt, pas loin de 13 000 propriétaires, une association, à peine une centaine d'adhérents, un peu moins de 1000 hectares aujourd'hui. Il y a un côté qui peut sembler de dire, c'est dérisoire. Moi, je crois profondément aux effets de levier, et on va y arriver avec ces effets de levier, par mimétisme et des effets d'entraînement. En même temps, c'est tellement atomisé qu'on a besoin effectivement de passer certains seuils encore, je pense certains caps, en termes de surface, tout en restant assez concentré sur un territoire. On le voit bien. Il est dur de mobiliser les propriétaires privés alors que nous aurons de plus en plus besoin des forêts. Rappelons d'ailleurs encore une fois que ces forêts, elles, peuvent très bien se passer de nous. Comment donc opérationnaliser notre besoin des forêts? Comment donc le transformer en organisation collective afin de réussir l'équation, qui est celle qui est notre mantra de la série 3S plus R? Comment donc se donner les moyens d'accélérer pour atteindre des seuils suffisants pour vraiment amorcer un mouvement? Ce sera l'objet de propositions à venir dans les prochains reportages, mais je crois vraiment, et vous le verrez à chaque fois, je crois que je dirai la même chose, peut-être qu'il va falloir vraiment oser prendre maintenant des décisions. Dans cette attente, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.